Bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir à cet événement de clôture de la 19e campagne Communauté U-Laval. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, conseiller en communication de la Fondation de l'Université Laval et j'agis aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. C'est la première fois que nous réunissons autant de personnes pour cet événement et je tiens à souligner la présence d'employés, retraités, étudiants, donateurs et amis de l'Université Laval. Bienvenue à tous. Juste avant de lancer la visite virtuelle des collections, nous tenions à vous dévoiler les résultats de la campagne de financement de la communauté universitaire. Pour ce faire, allons rencontrer Mme Damour et ses invités directement des locaux de la bibliothèque de l'Université Laval. Bonjour, Mme Damour. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour à tous. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Alain Gilbert, président-directeur général de la Fondation de l'Université Laval, et de nos deux coprésidentes de campagne, Julie Dionne, directrice des services du service des activités sportives, et Anne Dionne, doyenne de la faculté de pharmacie. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui tout spécialement pour vous dévoiler les résultats de la campagne Communauté U-Laval 2021. Nous sommes présentement dans une super salle, la salle d'apprentissage actif de la bibliothèque, une salle dont la configuration et les équipements technologiques sont d'avant-garde, qui favorisent une interaction, un travail collaboratif entre les étudiantes et les étudiants et qui est très, très prisé par ailleurs sur le campus. Puis, on voulait vous la présenter parce que c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire avec les dons que vous nous avez faits, notamment cette année. Alors, Alain, cette année, elle a été particulière. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé? Effectivement, comme première année, j'ai eu la chance de voir qu'ici, à l'Université Laval, on a une communauté excessivement engagée. Ça fait maintenant 19 ans que cette campagne a lieu et encore une fois, malgré le contexte assez particulier, les employés et les retraités ont répondu à l'appel. Par ailleurs, cette année, je tiens à souligner plus particulièrement le nombre de retraités, donateurs et donatrices qui a augmenté de 35 %. C'est vraiment touchant de constater que nos anciens et anciennes collègues sont toujours aussi fiers et fidèles envers notre institution et qu'ils continuent à contribuer pour l'avancement de l'enseignement et de la recherche. Merci à tous sincèrement. C'est vraiment fantastique. Fantastique. Alain, je vais prendre l'occasion là, que j'ai aujourd'hui pour te féliciter. Vous savez, Alain est rentré en poste durant la pandémie avec toutes les difficultés qui venaient avec. Chapeau pour le travail accompli, chapeau pour ton leadership. Ça a été une belle campagne. Et je sais, Alain va nous dire, il nous dit, c'est jamais le succès d'une seule personne, et j'en conviens. Alors, j'en profite aussi pour saluer tous les membres de la Fondation et leur dire, les féliciter pour une très, très belle campagne communautaire. À vous tous, membres de notre communauté aussi, qui avez été extrêmement généreux. Je répète ce qui vous a été dit, mais c'est vrai, Alain, les gens sont engagés, mobilisés. Ils ont contribué fortement à cette campagne. Et je vous félicite pour cet engagement qui est important. Particulièrement cette année, c'est une année pas facile. Je sais, par ailleurs, que vous avez tous très, très hâte de connaître les résultats, mais juste avant, je tiens à parler avec nos deux coprésidentes qui, elles aussi, se sont beaucoup investies. Vous aviez, mesdames, une charge de travail déjà bien remplie avant, avec la pandémie, dans vos fonctions respectives, mais vous avez pris le taureau par les cornes, vous vous êtes investis pleinement et vous avez accepté un mandat pas facile. À vous aussi, je dis merci, félicitations pour avoir relevé le défi de façon aussi admirable. Alors, avez-vous des choses à nous dire, toutes les deux? Bien oui, d'abord, je tiens à remercier le comité de campagne ainsi que tous les ambassadrices et ambassadeurs qui ont participé au succès de cette campagne. C'est un réel privilège d'avoir des gens qui sont aussi mobilisés. Quant à moi, je tiens à dire un immense merci à tous les employés et aux retraités pour leur grande générosité. Merci aussi à la communauté étudiante qui a également contribué à la campagne. Merci à vous deux. Franchement, là, je sais que vous avez hâte d'entendre parler de résultats. Alors,
encore une fois, juste avant de vous les dévoiler, je veux revenir sur notre objectif de début de campagne. On s'était tout de même donné un objectif très ambitieux, qui était celui de mobiliser 4000 donatrices et donateurs cette année. Et habituellement, vous le savez, quand on fait campagne à l'université, ça se passe sur le terrain. On rencontre nos collègues, on frappe à leur porte. Mais cette année, nous étions, pour la très grande majorité du temps de cette campagne, en confinement. Donc, sans plus tarder, regardons maintenant le résultat. « 4300 donateurs, donatrices. Wow! Bravo! C'est formidable. 8 d'augmentation ou 8 de plus que notre objectif, je devrais dire. » Et Sophie, l'an dernier, en combinant le montant des employés, des retraités, de la communauté étudiante, nous avions amassé 2,7 millions. Cette année, on a dépassé le montant. On est rendu à 2,72 millions de dollars. 2,72 millions pour une communauté universitaire, c'est une somme incroyable. Vous n'avez pas idée de l'importance de ce geste. Parce que chaque fois que je rencontre un donateur, une donatrice externe, ils sont toujours très impressionnés de votre engagement envers la mission universitaire. Et ces montants servent vraiment à la mission. Ils servent à soutenir les étudiantes et les étudiants, à soutenir l'enseignement et la recherche. Et pour les donateurs et donatrices externes, c'est un signal très, très fort de voir une communauté aussi fière de ce qu'elle fait, fière de donner et d'appuyer la cause. Encore merci à Alain, Julie et Anne pour cette belle campagne et toutes les personnes qui ont été impliquées. Vous en avez fait un succès, un réel succès. Merci à vous toutes et tous, donateurs et donatrices, qui êtes là maintenant ou en différé, pour votre contribution et votre grande générosité envers notre université. Nous l'avons encore démontré une fois de plus, et les résultats d'aujourd'hui en témoignent, que l'effort collectif de la communauté nous permet d'aller plus loin. Histoire de clôturer maintenant cette magnifique campagne et également vous remercier d'une façon particulière, nous avons le privilège de vous offrir une visite exclusive à travers les collections privées de l'Université Laval où résident quelques trésors cachés. Alors, je vous dis bonne découverte et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Madame Damour. De superbes résultats. Bravo à tous ceux et celles qui ont contribué à cette belle réussite. Maintenant, saviez-vous qu'il y a plus d'1 million de trésors cachés sur le campus? Pour nous en parler, je suis en compagnie de Véronique Hébert, directrice du développement philanthropique de la faculté de la bibliothèque, et de Valérie Boulvat, chargée de conservation pour les collections d'objets et de spécimens à la bibliothèque de l'Université Laval. Valérie, comment a débuté l'histoire des collections de l'université? Bonjour à tous. D'abord, bienvenue au pavillon Cazot, dans les réserves bientôt où on va entrer les réserves des collections. Donc, bienvenue à tous. C'est un grand honneur d'accueillir cet événement aux collections de l'Université Laval, qui sont gérées par la bibliothèque. Donc, l'histoire des collections, en fait, a démarré avec le séminaire, avec la création de l'université. Certaines collections, notamment celles de géologie, existaient déjà du temps du séminaire, sont venues sur le campus de Sainte-Foy lors du déménagement et on continue à se développer ici. Par ailleurs, il y a d'autres collections qui se sont développées directement ici, sur le campus, avec notamment la création de certaines disciplines qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, l'archéologie, l'anthropologie se sont énormément développées depuis que l'université a pris de l'expansion, en fait, grâce à son déménagement. Combien il y a d'objets, Valérie, dans les collections? On parle d'environ 1 300 000. C'est évidemment un chiffre en expansion constante et ça regroupe plusieurs collections.
c'est 1 300 000, c'est pas juste au pavillon Cazot. Il y a déjà énormément, il y a 800 000 spécimens environ à l'herbier Louis-Marie, qui est aussi géré par la bibliothèque par ailleurs. Et il y a environ 40 000 spécimens au musée de géologie René Bureau, qui est, lui, géré par la Faculté des sciences et génies. C'est la plus ancienne et la plus importante collection géologique du Québec. Donc, c'est une collection qui est aussi très, très importante. Donc, au Cazot, ça nous laisse finalement, si on fait quelques soustractions, environ 460 000 objets et spécimens mélangés. Voilà, c'est une collection qui demande une certaine gestion. Wow, c'est impressionnant. Comment t'es arrivée ici, toi? Alors, je suis arrivée grâce au DESS de muséologie que j'ai terminé en 2019. Mais évidemment, c'était une réorientation puisque j'ai eu une première carrière qui était plutôt dans la musique. Je suis née ici à Québec. J'ai grandi ensuite à Rimouski où j'ai fait le conservatoire de musique. Suite à quoi, je suis partie en France et puis en Suisse, toujours pour la musique. Et je suis devenue bibliothécaire musicale à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo où je suis restée pendant 10 ans. Et puis après 10 ans, j'ai eu un besoin de retour aux sources. Ma famille est ici à Québec, donc je me suis dit, congé sans solde, qui a été accepté par mon administration. Je suis revenue et puis j'ai plus voulu repartir en fait. Donc là, j'ai décidé de me réorienter effectivement et je me suis inscrite au DESS de muséologie. Bien, contente de te savoir avec nous. Oui, c'était vraiment un plaisir. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de chance puisque après que j'ai obtenu mon diplôme, quelques mois plus tard, la précédente chargée de conservation des collections prenait sa retraite. Et elle, ça faisait 41 ans qu'elle était aux collections. Donc, c'est vraiment un timing, pardon pour l'anglicisme, mais c'est vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Je suis bien arrivée. Wow. Valérie, peux-tu nous expliquer l'origine de la collection des Beaux-Arts? Il y a des œuvres qui sont vraiment impressionnantes. Oui, dès l'entrée des collections, en fait, on voit une grande quantité de moulages anciens. La plupart, en fait, ont été offertes par le gouvernement français à l'École des Beaux-Arts de Québec. Et donc, pour être utilisés pour l'enseignement, tout simplement, pour apprendre à dessiner suivant des modèles comme ça en 3 dimensions. Et en 1970, l'École des Beaux-Arts a fermé, a été transformée en fait en l'École des arts visuels, l'École des arts actuels. Et donc, ces collections-là sont devenues un peu inutiles, en tout cas dans leur nombre. Ils ont gardé quelques exemplaires de moulage à la fabrique en Basse-Ville, mais il y en avait beaucoup trop pour l'enseignement qui avait évolué. On était justement moins dans un enseignement du dessin très intensif comme autrefois. Donc, ces moulages-là se sont retrouvés un peu sans destination et ils ont été stockés pendant un certain temps sous les gradins du PEPS. On parle vraiment du début des années 70, avec de très grandes toiles qui étaient aussi des toiles des Beaux-Arts, de la collection des Beaux-Arts, des tapisseries, des gravures anciennes, des gravures d'étudiants, par exemple. On a pas mal d'exemples de gravures d'étudiants des années 40, 50, 60. Et donc, ça, c'est déjà un très gros fond de la collection. Suite à quoi, il y a eu aussi des professeurs de l'École d'art dont les fonds se sont retrouvés dans les collections. Je pense à Omer Parent, qui est vraiment un des plus importants. Je pense aussi à la Fondation René Richard, qui a déposé beaucoup d'œuvres aux collections pour qu'elles soient vendues, en fait, en grande partie, et que les fonds qui sont gagnés grâce à ces ventes servent à créer des bourses pour les étudiants en art. Il y a une politique d'acquisition aussi pendant plusieurs années qui s'est un peu transformée puisqu'il y a eu d'abord des achats et de nos jours, c'est plutôt des acquisitions par don. Donc, on reçoit des collections de collectionneurs particuliers. Est-ce que tu peux me parler d'une œuvre qui, selon toi, a la plus grande valeur dans les collections? Oui. Ce qui me vient tout de suite à l'idée, même si la notion de valeur est très plurielle et puis on pourra en discuter longtemps, mais on ne va pas le faire maintenant. Disons que la pièce maîtresse, celle qui est la plus impressionnante dans les collections, ce serait vraiment les arts plastiques de Jean Dallaire, qui est une œuvre de 1947, donc qui représente la peinture, la sculpture et l'architecture. L'architecture, qui, soit dit en passant, n'existait pas n'était pas donnée dans l'École des Beaux-Arts, mais Jean Soucy, qui avait passé la commande à Dallaire, souhaitait que ça revienne dans son école. Donc,
il souhaitait sans doute influencer les décideurs en faisant peindre déjà l'architecture. Et donc, c'est une toile qui fait partie d'un triptyque. Tout le triptyque était la commande, en fait, de Jean Soucy. Le reste du triptyque est au Musée des Beaux-Arts, le Musée national des Beaux-Arts du Québec, donc sur les plaines. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir une œuvre de cette envergure-là qui est restée dans nos collections. Elle a été restaurée au début des années 80 par le Musée des Beaux-Arts d'Ottawa, pour une exposition sur l'art canadien. Donc, ça montre vraiment l'importance de cette toile-là, quand même, dans la production de Dallaire. Et elle a été aussi exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, au Musée national des Beaux-Arts de Québec pour une rétrospective Jean Dallaire. Donc, tout ça donne énormément de valeur, en fait, à cette toile, qui est en plus une pièce magnifique et vraiment impressionnante. Oui. Presque une murale, tellement elle est grande. Pour l'avoir vue, c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu peux me parler des enjeux liés à la conservation de tous ces objets-là et ces œuvres d'art-là? Effectivement, il y a des dangers qui sont très évidents, comme le feu, l'eau, les tremblements de terre. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtils, mais qui, à long terme, peuvent causer de grands dommages aussi. Je pense, entre autres, à la lumière naturelle. La réserve de ces collections de sciences humaines a aucune fenêtre, donc on est à l'abri de ça. Mais on essaie quand même d'éteindre, par exemple, les lumières quand on ne travaille pas dans les réserves, parce que, en fait, ça fait pâlir les couleurs des vêtements, des aquarelles, des dessins. La plupart des couleurs sont très sensibles à la lumière. Et puis, on a des filtres anti-UV dans les fenêtres, par exemple, de l'autre réserve des sciences naturelles. L'humidité relative est aussi un danger. Si elle est trop instable entre l'été et l'hiver, c'est très difficile avec notre climat canadien d'équilibrer ça. Mais il faut rechercher le plus possible une humidité stable parce que les écarts d'humidité et surtout trop de sécheresse ou trop d'humidité sont vraiment dangereux suivant les matériaux. Le métal, on le sait, ça se corrode, à part l'or, mais on a beaucoup d'autres métaux que l'or, donc qui se corrodent. Le bois va sécher. Les objets composés de plusieurs matériaux aussi vont beaucoup souffrir s'il y a des tiraillements tout le temps. Entre l'humidité et la sécheresse, c'est assez dangereux. Donc, c'est ça, on essaye de stabiliser au maximum puis de trouver une bonne moyenne acceptable pour tous les objets. Puisqu'on a 2 grandes réserves, c'est difficile. L'autre danger sur le long terme, ce serait les matériaux acides, je dirais, notamment les papiers, les cartons acides. On voit là une gravure qui est attribuée à Goya, qui a été collée par un collectionneur qui l'avait avant, qui a été, en tout cas par la personne qui l'a mise en cadre, qui a été collée sur un carton, un passe-partout malheureusement en papier acide par-dessus, donc toute l'œuvre jaunie très rapidement. Et c'est difficile de réparer ça. Certaines œuvres peuvent être restaurées, mais ce n'est pas le cas de toutes. Donc, on essaie de désencadrer le plus possible les œuvres papier, par exemple, pour les mettre à l'abri de la lumière, pour les mettre à l'abri de ces matériaux-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas juste les papiers et cartons, il y a les mousses aussi, mousse d'uréthane, ça dégage des acides énormément, donc c'est très dangereux aussi. Puis même les armoires peuvent être dangereuses. Il y a une anecdote aussi. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire des fameuses pièces de monnaie? Oui, en fait, c'est une anecdote qui, malheureusement, s'est passée au British Museum. Je la tiens d'un restaurateur du Centre de conservation du Québec, donc je lui fais plutôt confiance pour la véracité des événements racontés. Mais donc, ce qui nous a expliqué, c'est que le conservateur des pièces de monnaie antiques voulait une nouvelle armoire pour ses collections et il a commandé à un ébéniste une armoire en chêne. Et cette armoire en chêne arrivée, il y a logé toutes les pièces de monnaie dans des petits trous confectionnés sur mesure pour chaque pièce. Et environ 2 semaines plus tard, il a fait venir son directeur et il a ouvert les tiroirs de l'armoire pour montrer à quel point c'était beau, parce qu'effectivement, ça devait être magnifique. Sauf qu'au lieu de trouver les pièces de monnaie qu'il avait rangées, il a trouvé des tas de poudre. Parce qu'en fait, le chêne émet énormément d'acide acétique et comme c'était un chêne très neuf, il dégageait vraiment beaucoup et il avait complètement détruit les pièces de monnaie. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de recherches sur qu'est-ce qu'émettent les matériaux puis qu'est-ce qui est problématique pour la conservation des collections. C'est vraiment intéressant à savoir. Oui. Est-ce que tu peux me nommer une discipline qui est enseignée à l'Université Laval et qui, par ses recherches, crée des collections?
Oui, je penserais tout de suite à l'archéologie. L'archéologie, parce qu'on a eu beaucoup de fouilles, en fait, notamment à Chypre, entre 64 et 74. L'Université Laval avait une maison de fouilles sur place. 74, c'est l'année de l'invasion turque de Chypre. Donc, comme la maison de fouilles était située sur la moitié de l'île qui a été envahie par les Turcs, ben, les archéologues de l'université ont dû partir très, très précipitamment. Mais ils avaient pu, auparavant, pendant les 10 années où ils ont fait des fouilles, en accord évidemment avec le gouvernement chypriote, importer ici au Canada une partie de leurs découvertes. Et donc, on a une magnifique collection de Chypre, composée de plein d'éléments, dans plein de matériaux, et puis autant des vases que on voit des petites figurines qui sont très, très émouvantes. Et c'est M. Jean Desgagnés qui était le responsable de ces fouilles-là à Chypre et qui a été aussi responsable autant des collections que du centre muséographique de l'Université Laval. Donc, c'est une figure importante aussi pour les collections et pour cette collection archéologique. J'ai d'ailleurs discuté avec lui la semaine dernière, M. Oui. Desgagnés. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'un objet dans cette collection, d'ailleurs, qui t'est particulièrement cher? Oui, les tablettes cunéiformes, en fait. Il y a 3 tablettes cunéiformes sur lesquelles j'ai fait mon premier travail pendant le DESS en muséologie. Donc, cunéiforme, c'est quoi? Ça veut dire... En fait, avec une écriture en forme de clou. On le verra, ce sont des petits signes vraiment, puis il y a comme une petite tête sur chaque signe. Elles ont environ 4000 ans et elles viennent de Mésopotamie, pardon. Donc, actuellement, le site de Tello, qui est en Irak, elles sont en argile. Et donc, c'est assez émouvant parce que j'ai pu les faire traduire, en fait. Il y a des gens qui parlent le mésopotamien. En tout cas, qui savent le déchiffrer, à défaut de le parler vraiment. Et donc, il y a un professeur de l'Université de Pennsylvanie qui s'appelle Philip Jones, qui avait accepté de déchiffrer, de traduire ces tablettes-là. Et grosso modo, ma préférée, il y en a 2 qui parlent du nombre de bêtes, d'agneaux, de moutons, de béliers, de chèvres qui sont confiés à des bergers, parce qu'ils devaient rentrer avec exactement le nombre de bêtes avec lesquelles ils étaient partis. Et ma préférée, c'est celle qui raconte qu'on donne tant de quantité de bière, d'huile, de farine à 2 coursiers qui vont aller dans la ville de Suse, donc qui partent du temple et qui vont aller traverser le désert et ils ont besoin de provisions pour leur voyage. Donc, je trouve ça très imagé comme tablette et ça m'a fait vraiment voyager. J'ai adoré quand j'ai reçu la traduction. J'étais « Oh wow, c'est génial! » On est très loin des textos et des courriels. Hein? Très, très loin, oui. Alors, Véronique, nous avons la chance à l'Université Laval de pouvoir compter sur des collègues qui ont de grandes connaissances en muséologie. Tu as récemment eu le privilège de t'entretenir avec M. Jean-François Gauvin, professeur agrégé au département des sciences historiques, titulaire de la chaire de leadership en enseignement en muséologie et mise en public, ainsi que directeur du CELAT. Allons voir l'entrevue. Alors, bonjour, c'est Gauvin. J'ai entendu dire que vous aviez travaillé à l'Université d'Harvard. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, effectivement. J'ai passé une quinzaine d'années à Harvard. Donc, d'abord comme étudiant en histoire des sciences au niveau du doctorat. Ensuite, j'ai été conservateur de la collection scientifique là-bas, qui est jumelée au département d'histoire des sciences. Et ensuite, j'ai été le directeur administratif et aussi le lecturer, là, comme une sorte de chargé de cours pour la même collection et pour le même département. Quelle est l'importance de la collection et de leur préservation? La collection de l'Université Laval a une importance historique particulièrement significative parce que à la fondation de l'Université Laval en 1852, l'université est fondée avec 8 musées. Et donc, on a des musées de sciences, de médecine, d'art et d'histoire aussi. Donc, dans ce contexte-là, les collections prennent une importance majeure pour l'enseignement de toutes ces disciplines-là. Il y a un lien aussi historique important à faire avec le Séminaire de Québec, parce que donc le premier recteur de l'Université Laval, Louis-Jacques Cazot, le pavillon dans lequel on se trouve, il est nommé après lui, donc c'est le premier recteur, et le recteur du Séminaire de Québec en même temps. Et donc les collections du Séminaire de Québec, qui ont commencé au 17e, 18e et surtout au début du 19e siècle, servent de base aux collections de l'Université Laval. Et ces collections-là vont se développer tout au long du 19e siècle, et surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Et dans les recherches que je fais actuellement par rapport au patrimoine scientifique, je me rends compte que les collections qui sont à l'Université Laval dans la deuxième moitié du 19e sont aussi importantes que les collections qu'on retrouve dans les grandes institutions d'enseignement de la côte est américaine, Harvard, Princeton, Yale. Aussi, ce qui est important de retenir, c'est que les collections de l'Université Laval, on peut dire qu'elles ont servi de modèle. Elles sont les plus importantes au Québec à la fin du 19e, début 20e siècle. Et donc, elles servent de modèle au Québec. Donc, quand le gouvernement décide de fonder un musée national pour le Québec, c'est vraiment le modèle des collections de l'Université Laval qui sert à faire ça. Et donc, ce musée national-là, c'est le musée de la province qui a été créé par le gouvernement en 1922, qui a une ouverture officielle en 1933. C'est ce musée-là qui devient le musée du Québec au début des années 60 et ensuite le musée national des beaux-arts qu'on connaît maintenant au début des années 2000. Et les collections donc, qui étaient à ce moment-là dans ce musée-là, plusieurs de ces collections-là sont revenues ici. Donc, pour l'Université Laval, les collections qu'on possède actuellement ont plusieurs origines. Et ce qui reste de nos jours, c'est la collection surtout de sciences naturelles. Donc, on a l'herbier Louis-Marie, qui est un herbier qui est un des plus importants herbiers au Canada. Beaucoup de ces spécimens-là viennent du séminaire de Québec. Le musée de géologie René Bureau, qui est aussi une des plus importantes collections de minéralogie au Canada. Et la collection d'entomologie qui est ici au Caso, qui, elle, aussi a des origines avec le séminaire de Québec et aussi et surtout avec l'abbé Léon Provencher, qui est un des plus grands scientifiques au Québec au 19e siècle. Il a fondé la première revue scientifique, le Naturaliste canadien, au 19e. Et on a ces collections et surtout ces spécimens types, qui sont vraiment des découvertes qu'il a faites. On en a plus de 1000. Donc, après un an de COVID, c'est un peu difficile de s'imaginer un moment dans l'histoire de l'Université Laval où maintenant, depuis un an, on fait tout en ligne. Donc, on a la bibliothèque est en ligne, on fait nos travaux en ligne, on fait des Zooms, on n'en peut finir. Et donc, c'est un peu difficile de s'imaginer qu'en retournant au 19e siècle, avec ces collections-là, c'est vraiment l'histoire de l'institution Université Laval, l'histoire du séminaire de Québec et l'histoire de l'enseignement au Québec qu'on retrouve à travers les collections. Et c'est vraiment ces collections-là qui étaient au cœur de l'enseignement. C'était pas du numérique qu'on avait pour enseigner, mais c'était des objets. Et c'est à travers ces objets-là qu'on pouvait vraiment découvrir le monde naturel, on découvrait l'histoire, on découvrait les arts. Et donc, c'était vraiment au cœur de l'enseignement et de la recherche. Comment améliorer la préservation des collections et aider à leur développement? Bien, tout d'abord, depuis 2018, quand je suis arrivé à l'Université Laval, la bibliothèque a fait énormément de choses pour aider à répondre à cette question-là. Tout d'abord, la bibliothèque a engagé une personne pour s'occuper des collections en tant que telles. Deuxièmement, la bibliothèque aussi fait de nombreuses expositions au pavillon Bonenfant, dans lesquelles, justement, on retrouve des objets de cette collection-là en ethnologie, en sciences, en histoire, auxquels les étudiants aussi participent de manière assez fréquente. Troisième chose, une chose que je fais particulièrement à chaque année aussi avec mes étudiants, dans le cadre du programme de DSS en muséologie, je mets mes étudiants en contact avec les objets. Donc, à chaque année, mes étudiants, dans le cours que je donne, ont un objet à documenter. Et ils doivent vraiment le documenter au niveau matériel, au niveau historique, au niveau sociologique. Et ça permet de mieux comprendre les collections. Les collections, on a des collections extraordinaires. Elles sont peu exploitées, elles sont peu documentées. Et donc, on essaie justement de s'assurer que les étudiants ont un contact avec ces objets-là et en même temps, le travail qu'ils font puisse justement servir à développer et à mieux connaître nos collections à l'Université Laval. Bon, mais évidemment, le nerf de la guerre, ce sont les ressources financières. Donc, la bibliothèque a besoin d'argent pour créer des espaces qui sont aux normes reconnues pour conserver des objets. On a besoin d'argent pour faire la conservation préventive. On a besoin d'argent pour documenter les collections et aussi pour les mettre en ligne, parce que c'est vraiment en les mettant en ligne, en les documentant, en s'en servant, qu'on va créer une espèce de momentum qui va faire en sorte qu'on va mieux connaître les collections et qui vont vraiment servir à la recherche et à l'enseignement à l'Université Laval. Et en fait, une des raisons, quand on m'a approché en 2017-2018 pour venir à l'Université Laval, j'ai quitté Harvard parce que l'Université Laval m'offrait
un environnement de travail exceptionnel avec ces collections-là. Et c'est pour ça que j'essaie de mettre autant d'efforts au niveau personnel, au niveau de ma propre recherche, mon enseignement à travers le programme de DESS en muséologie pour développer puis pour vraiment s'assurer que ces collections-là ont un avenir et un avenir au niveau, encore une fois, de la recherche et de l'enseignement. Ce sont la mission principale de l'université se trouve autour de ces deux pôles-là. Et pour moi, les collections font partie intégrante de cette mission-là. Alors, Jean-François Gauvin a parlé de la mise en ligne, juste pour vous dire que le tout se retrouve sur Kalos, qui est un catalogue d'images virtuelles que vous pouvez voir sur le site de la bibliothèque. On peut d'ailleurs y voir des magnifiques collections Valérie numérisées, dont celle de Pierre Maranda des îles Salomon. Oui. Et est-ce que vous avez d'autres collections sur Kalos de l'étranger? On en a sur Kalos. De l'étranger, pas tellement. On a, par contre, en réserve, là, on voit des objets de la collection Maranda, par exemple. Les gens peuvent aller en voir beaucoup plus. Il y a aussi des photos qui sont aussi de Pierre Maranda qu'il a prises sur place pendant ses recherches. Et on a, par exemple, des artefacts africains qui viennent, entre autres, du Congo et du Nord Cameroun, rapportés par Serge Jeunesse, qui était un anthropologue, un professeur d'anthropologie de l'université, qui avait en fait son séjour de recherche pour son doctorat dans ces pays, et il avait rapporté ces objets-là. Les objets qui sont rapportés comme ça de terrain, d'anthropologie, d'ethnologie, ont tendance à s'accumuler beaucoup dans les départements. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus d'espace. Il y a besoin d'espace pour l'enseignement. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les collections sont réunies dans les réserves du pavillon Cazot. Auparavant, il y a eu d'autres emplacements, mais maintenant, donc, elles sont au Cazot. Ce sont des collections qui sont toujours disponibles pour l'enseignement, pour la recherche. C'est vraiment important qu'elles demeurent accessibles, puisque, effectivement, comme Jean-François l'a dit, c'est vraiment notre mission prioritaire. Donc, elles peuvent être étudiées, elles peuvent être manipulées, et elles peuvent être exposées aussi. Donc, on a vraiment plusieurs collections qui viennent d'ailleurs. Est-ce que tu veux me mentionner d'ailleurs dans les collections qui ont été offertes à l'Université Laval dans les dernières années? Est-ce qu'il y a des collections particulières que tu veux me présenter? Oui, bien, toujours en anthropologie, mais là, en restant au Canada, on a l'anthropologie inuit avec la collection de M. Bernard Saladin d'Anglure, qui est arrivée dans les collections en 2018 et qui est une collection, en fait, non pas d'art inuit, bien qu'on ait quelques pièces, mais plutôt de vêtements, d'outils, de jouets, vraiment des objets du quotidien de communautés du Grand Nord. Donc, c'est vraiment une collection anthropologique et non artistique. Et puis, c'est une collection magnifique. Je pense entre autres au chef-d'œuvre de la collection, qui est presque une pièce d'art. En fait, c'est le manteau du chaman Kingai Lisak, pardon. C'est en fait une reproduction, parce que l'original, qui avait été fabriqué en 1902, est dans un musée à New York. Monsieur Bernard Saladin d'Anglure a demandé à une famille inuite de le reproduire. Donc, il y a cinq exemplaires qui existent. Il y en a un à l'Université Laval. Il y en a un qui est au Musée canadien de l'histoire. D'ailleurs, ils ont un article de blog qui est vraiment intéressant, qui retrace l'histoire, en fait, de la rencontre avec les esprits pendant une chasse de ce chaman et pourquoi il a fait faire ce manteau par son épouse et sa famille. Et donc, ensuite, les reproductions ont été faites par des Inuits et on est ravis d'en avoir une parce que c'est vraiment une pièce maîtresse de la collection. Elle est superbe. Est-ce que tu veux me parler d'une collection qui est arrivée récemment à l'Université Laval? Oui, une autre collection arrivée très récemment. La deuxième partie est arrivée cet automne. C'est la collection cinématographique de François Lemay de Montréal, qu'on salue très chaleureusement d'ailleurs. Donc, c'est une collection d'objets cinématographiques, c'est-à-dire pas uniquement des caméras, mais il y a des projecteurs, il y a des lanternes magiques et des jouets cinématographiques. Il y a des objets qui viennent vraiment du 19e siècle. Cette caméra-là qu'on voit est des années 30. Donc, c'est très, très varié. Ça retrace vraiment toute l'histoire du cinéma. Et c'était vraiment la volonté de M. Lemay de faire une collection très large qui retrace cette histoire-là, qui le passionne absolument.
Et pourquoi elle s'est retrouvée ici à l'Université Laval? C'est qu'en fait, un jour, il l'exposait au Ciné-Bazar de Montréal et il y a M. Jean-Pierre Sirois-Trahan, qui est un de nos profs de cinéma, qui est passé devant son stand et qui a vu cette collection invraisemblable parce que c'est des objets dont il avait entendu parler mais qu'il n'avait jamais vus en vrai parce qu'ils sont très rares. Là, ils étaient tous rassemblés sous ses yeux, donc il lève les yeux, il voit M. Lemay et puis il lui demande à qui ça appartient tout ça. Donc M. Lemay répond à moi. Et donc M. Lemay qui n'arrivait pas, semble-t-il, à trouver d'institution qui voulait accepter sa collection, l'a proposé à Jean-Pierre et Jean-Pierre en a parlé à la bibliothèque qui a donné son feu vert, puisque c'est une collection qui va servir vraiment, justement, à la recherche de recherche, d'enseignement, parce que elle est vraiment accessible. Elle doit être manipulable. Ça fait partie des conditions du don, qu'elle puisse être manipulée par des étudiants, des chercheurs, des professeurs. Donc, et puis, elle est même visible par le grand public. Elle l'a été, en tout cas, malheureusement, trop peu longtemps, puisque le Musée de la Civilisation avait emprunté quelques pièces pour son exposition Effets spéciaux, mais ça a duré, malheureusement, avec la COVID, quelques semaines à peine. Mais elles étaient magnifiquement mises en valeur. Monsieur Lemay, d'ailleurs, qu'on a rencontré à cette occasion. Là, était ravi. Moi aussi, c'était vraiment très beau. Alors, on salue d'ailleurs M. Lemay. Un beau bonjour chaleureux de Valérie et moi, puis en espérant vous revoir bientôt cet été à Québec. Petite question que tout le monde doit se demander. Est-ce que les gens peuvent aller voir les objets facilement? Monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'on peut aller voir les objets? Non. C'est vraiment... On n'est pas un musée. On est une réserve, c'est-à-dire 2 réserves, pour être très, très précise. On a 2 réserves, mais très, très pleines. Donc, il n'y a absolument pas d'espace pour accueillir des gens, des groupes, pour les faire circuler. J'essaye, depuis mon arrivée, de faire un peu d'espace et que ça soit au moins pour les employés des collections qu'on puisse circuler de façon plus simple. Mais non, malheureusement, on n'a aucun accès. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que, en plus, avec la pandémie, tout a été mis sur le numérique. Donc, j'ai demandé à la bibliothèque la possibilité de créer un compte Instagram, justement pour pouvoir partager un peu avec le public ces collections-là, montrer mes découvertes, parce que je venais d'arriver aux collections aussi, donc je découvrais, moi, j'ouvrais une armoire, je découvrais des choses partout, je levais les yeux, je les baissais, je découvrais des choses. Donc, voilà, au fil du temps, j'essaye de partager mes coups de cœur, d'expliquer un peu de quoi il s'agit aussi, donc de les documenter. Et puis, donc, on n'est pas accessible au grand public. C'est pour ça aussi qu'on essaye de prêter aux institutions muséales, patrimoniales, culturelles qui nous demandent des objets, des spécimens, pour justement pouvoir partager, mettre en valeur, mettre en lumière ces collections-là. Il y a aussi des expositions régulièrement à la bibliothèque qui montrent des objets des collections. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être louées? Est-ce que les gens pourraient les louer? En général, on prête. Okay. On s'assure juste qu'il y ait des assurances, qu'il y ait un transport muséal, qu'il y ait un emballage muséal, qu'il y ait des conditions d'accueil qui soient normées. Mais sinon, non, on ne loue pas, on prête généreusement aux institutions qui nous le demandent. Ce sont des partenaires. Et c'est la volonté de la bibliothèque aussi de faire connaître ces collections-là. Donc, ça passe par le numérique. Donc, tu as parlé de Kalos. Oui. Ça passe par les expositions dans des institutions parfois très prestigieuses, dont on est très fiers. Ça passe aussi par l'accueil des chercheurs, quand même, je l'ai dit pour la collection Lemay, mais toutes les collections ont vocation à être accessibles aux chercheurs, aux étudiants, aux professeurs qui travaillent sur les sujets représentés. Donc, c'est une activité de soutien à la recherche et à l'enseignement, comme le reste de la bibliothèque, en fait. On a parlé de sciences naturelles. Est-ce qu'il y a des animaux dans les... J'ai entendu dire qu'il y avait des animaux. Bien, il y a des animaux, si tu permets, je reviendrai juste sur les expositions parce qu'il y en a, entre autres, les vitraux. Oui, c'est vrai. Là, on me voit en train de me rendre aux collections de sciences naturelles. On n'a pas parlé des vitraux qui sont de nos très belles collections. Voilà, on voit un des vitraux. Ça fait partie des expositions, des objets qui ont beaucoup voyagé parce qu'il y a eu une exposition au Musée de la Civilisation qui s'appelait Gracia Dei, qui est partie en Europe
et aux États-Unis, donc Allemagne, France, Belgique. Elle a quand même été vue dans plusieurs endroits. Et là, ça va être une nouvelle collection sur Kalos qui est mise en ligne, en fait, depuis hier. OK. C'est une toute petite partie de la collection qui est mise en ligne parce qu'actuellement, il y a des chercheurs de l'Université de Winnipeg et de l'Université du Manitoba qui travaillent avec le professeur Roland Sansfaçon, qui est retraité de l'Université Laval, à faire un catalogue de notre collection pour le Corpus Vitrearum canadien. Donc, c'est très prestigieux. Et quand ce catalogue-là, papier, sera publié, on va publier sur Kalos l'intégralité de la collection qui sera donc disponible en ligne. Mais pour le moment, on laisse faire le travail des chercheurs. Oui. C'est prioritaire. Et on a d'autres prêts, par exemple, actuellement, une exposition qui était au musée de Pointe-à-Calière, à Montréal, et qui est au musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, où donc on peut voir des objets, mais aussi des spécimens de la collection. Donc, si on retourne en réserve maintenant, dans la réserve des sciences naturelles, on a effectivement beaucoup d'animaux. Okay. Est-ce qu'on peut aller les voir? C'est très intriguant. Oui, c'est une belle collection qui est effectivement... assez impressionnante physiquement. On a entre autres 260 mammifères quand même, okay. Donc quelques très gros. Quand le bison est revenu du Musée canadien de l'histoire, j'étais assez impressionnée. On a 6500 oiseaux et même plus. Wow. On a des reptiles, des poissons. On a un orignal albinos. L'orignal albinos était à Pointe-à-Calière, on le voit ici. Donc c'est un jeune mâle qui a été... tué ou qui est décédé, je pense, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Parce qu'une grande partie de notre collection d'animaux naturalisés vient du Musée du Québec, en fait. Elle était exposée jusqu'en 62 ou en réserve, là, mais en tout cas, elle était dans les collections du Musée du Québec avant qu'il devienne un musée d'art exclusivement. On a aussi de superbes vitrines victoriennes. Okay. Du 19e siècle, avec des animaux, des oiseaux qui sont naturalisés d'une façon vraiment très spectaculaire, très, très esthétique. Donc, ça fait partie de nos chefs-d'œuvre. Une des vitrines victoriennes est aussi en exposition à Sherbrooke actuellement, okay. Pour tout l'été. Donc, les gens qui se rendront en Estrie pourront voir plusieurs de nos objets et spécimens en exposition. Wow! J'ai entendu parler du fameux ours polaire. Alors, oui. Est-ce que tu aimerais clarifier les choses et me raconter l'anecdote? Oui, je tiens à clarifier. Il y a une rumeur qui a circulé sur le fait que notre ours était un tueur. Parce qu'en fait, il y a eu 2 morts d'hommes aux eaux de Québec en 1939 et en 1942 à cause d'attaques d'ours polaires. Sauf qu'en 1939, notre ours appartenait déjà à la collection du Musée du Québec. Il a été photographié, on le voit ici, au tout début des années 30 par Gariepi, avant même l'ouverture du musée en 1933. Donc, logiquement, s'il était naturalisé en 1933, il ne peut pas avoir tué qui que ce soit en 1939 ni en 1942. Donc voilà, on a vraiment notre pièce à conviction. Il est innocenté et je dirais même plus, c'est une bête qui est fragile. En fait, nos animaux naturalisés sont fragiles. Par exemple, on peut voir la dent de l'ours, une de ses dents du bas, qui a été cassée par un visiteur un peu imprudent. Et donc, les dents deviennent fragiles avec le temps et cet ours-là est quand même déjà très âgé. Donc, malheureusement, on va devoir faire appel à un taxidermiste pour la recoller. Est-ce que les collections sont souvent utilisées pour d'autres usages? Oui, entre autres pour de la recherche, des études. On a eu des étudiants en ethnologie, patrimoine, muséologie cet hiver, en tout petit groupe, évidemment, toutes les normes étaient respectées. On a aussi un projet actuellement qui se termine cette semaine avec une professeure de l'École d'art, Geneviève Chevalier, qui fait un projet, en fait, photographique à partir de nos peaux d'oiseaux. Les peaux d'oiseaux, ce sont des animaux taxidermisés, mais non naturalisés, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas en position d'oiseaux vivants ou d'animaux vivants. Ce sont des peaux d'oiseaux. Elles sont là pour vraiment l'étude de l'espèce. Donc, elle fait tout un travail de recensement photographique de certaines espèces qui vivent dans un certain territoire. Et elle fait ce travail en collaboration avec un chercheur de Sherbrooke, un biologiste. Donc, ça fait partie des projets connexes, finalement. Ce n'est pas absolument scientifique comme projet, c'est vraiment artistique. Mais ça utilise nos collections scientifiques d'une façon qui est tout à fait créative et qu'on encourage.
parce que ça les utilise, ça les fait connaître, ça les met en valeur. Est-ce qu'on peut toucher les animaux? Est-ce qu'on peut flatter les animaux qui sont là dans les collections? Bien, si on veut faire tomber tous leurs poils et toutes leurs plumes, c'est une excellente idée. Non, en fait, il faut éviter de les toucher, non seulement pour les préserver, mais aussi pour se préserver. Parce qu'en fait, la plupart de nos animaux ont été naturalisés avant les années 70. Et jusqu'aux années 70, en fait, on utilisait énormément de produits toxiques, dont des sels d'arsenic, des solutions, en fait, à base de sels d'arsenic. Il peut y avoir des traces de plomb, de mercure, donc c'est vraiment déconseillé de les toucher à main nue. Donc, quand on doit les manipuler, en fait, on met des gants de nitrile, on met un masque, on se protège. Gants de nitrile jetables, là, avant tout le monde. Nous, on avait déjà l'habitude de ça aux collections. Est-ce que j'ai remarqué qu'il y avait des animaux qui ont l'air méchants? C'est quoi la différence un peu au niveau de la taxidermie? Bien, effectivement, elle a évolué dans le temps. On a une loutre ici qui a vraiment une position un peu agressive, un peu d'attaque, en comparaison avec notre lynx qui a l'air tout gentil puis tout timide. Donc, effectivement, il y a eu une évolution de la taxidermie. Autrefois, on privilégiait des attitudes plutôt de chasse, par exemple, pour les carnivores. Mais à toutes les époques, je dois dire, il y a des animaux qui sont vraiment, on dirait qu'ils sont vivants. Ils sont naturalisés depuis des décennies et on met un peu de lumière sur eux et tout brille et les couleurs sont fabuleuses, puis on dirait qu'ils sont vivants. Donc, il y a eu toujours des taxidermistes de très grand talent à toutes les époques. On a vu des mammifères, on a vu des oiseaux. Est-ce qu'il y a d'autres types d'animaux dans les collections? Oui, ben, quelques reptiles, quelques poissons aussi, mais la plus grande partie de la collection, en fait, et même de toutes les collections qu'on a au CASO, on a 375 000 environ insectes. Okay. Donc, ça remplit beaucoup d'armoires, beaucoup de tiroirs d'insectes. Une grande partie, et la partie la plus importante, peut-être scientifiquement, Jean-François Gauvin en a parlé, c'est la collection Provencher. Donc, il y a une partie qui appartient au gouvernement du Québec, en fait, qui est en dépôt chez nous, en dépôt permanent, et l'autre partie, la collection Provencher qu'on appelle de Lévis, qui nous appartient vraiment, qui nous a été offerte par le Collège de Lévis. On voit ici l'alligator de l'abbé Provencher, en fait, qui est un peu vieillot, puisqu'il date du 19e siècle. Et donc, il avait aussi des animaux naturalisés. On a cette collection-là. On a sa bibliothèque. On a plusieurs de ses outils naturalistes. Donc, on a un peu regroupé tout l'univers. C'est Jean-Marie Perron, l'ancien conservateur, qui a fait des recherches pour regrouper tout l'univers de l'abbé Provencher et de ses collègues. Donc, on a vraiment une collection 19e, des débuts du naturalisme au Québec qui est vraiment importante. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a des animaux dans les réserves qui n'existent plus du tout? Ben, oui, malheureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, ils n'existent plus, mais on en a encore, effectivement. Les tourtes voyageuses, aussi appelées pigeons migrateurs, qui ont disparu. La dernière est décédée au zoo de Cincinnati en 1914. On en a plusieurs exemplaires. Celle-là est un des plus beaux. Et puis, il y en avait des milliards au 19e siècle. Et avec la chasse, avec le piégeage, c'était des animaux pas très difficiles à chasser. Et malheureusement, elles ont été complètement exterminées jusqu'à la dernière. On a deux autres espèces qui ont une qui est réputée disparue, le courlis esquimau. On a une armoire spéciale animaux disparus ou en voie d'extinction qui sont quand même très précieux. Et les conures de Caroline aussi, qui sont des sortes de perroquets qui vivaient dans le sud et l'est des États-Unis. Et le dernier couple est décédé en 1917-1918. Donc, voilà, c'est triste, mais on en a encore des exemplaires qui permettent de voir à quoi ils ressemblaient. Merci beaucoup, Valérie, pour cette visite dans les collections. C'est vraiment fascinant. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez appris beaucoup de choses. Je voulais juste vous dire qu'on a créé un fonds. Alors, je ne sais pas si vous voulez collaborer à la préservation des collections. On va mettre un petit peu plus de détails et vous pourrez, après ça, les visiter. Fait qu'on a vraiment mis quelque chose en place ensemble pour aider à la préservation, à la conservation. À quoi peut servir l'argent qui est donné par les donateurs? À beaucoup de choses, en fait. Donc, ça peut servir
tout bonnement acheter du mobilier de réserve parce que tout ce qui concerne les réserves est très cher. On voit ici une œuvre qui a été restaurée grâce, c'est une œuvre de Théophile, attribuée à Théophile Hamel, qui fait partie du Fonds Chauveau qui est aux archives. Là, il y a une œuvre de Edmund Allen qui aurait besoin d'une restauration parce qu'elle a plusieurs entailles, malheureusement. Ça fait partie de celles de l'École des Beaux-Arts qui ont séjourné sous les gratins du PEPS. Donc, c'est probablement à cette époque-là, principalement, que les entailles ont été créées par des manipulations inopportunes, inadéquates. On peut aussi restaurer, on a vu de la dent de l'ours, on a aussi notre pauvre autruche qui a perdu un œil ou le panache du caribou qui est tombé, des choses comme ça qui peuvent être faites avec les fonds des donateurs. Et puis, ça peut être tout simplement, pour une collection en particulier, d'acheter des matériaux de conservation parce que tout ce qui est les cartons spéciaux non acides, les mousses non acides, tout ça coûte très cher. Ça dure très longtemps, mais l'investissement est très important. Donc, il faut y aller petit à petit. Il faut prioriser les collections. Mais plus on aura de fonds dans les réserves et mieux on pourra protéger les collections, en fait. Et la mise en valeur aussi. Oui, pour les mettre en valeur aussi, ça peut être des mobiliers qui servent à la fois à la conservation et à mettre en valeur des deux façons. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec les fonds. Il y a la mise en valeur aussi par la numérisation des collections, justement pour être dans Kalos. Il y a plusieurs collections qu'on aimerait numériser, mais c'est ça, à chaque fois, ça coûte de l'argent. Donc, on y va petit à petit, puis d'ici quelques années, il y en aura de plus en plus. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir. Puis à mon tour de vous remercier, de remercier la Fondation qui a tellement bien mis en valeur nos collections aujourd'hui, qui a accepté, qui nous a proposé, en fait, ce projet, toi, principalement, là, après avoir vu les réserves qui était pleine d'enthousiasme et qui a transmis ton enthousiasme à toute la Fondation pour qu'on puisse ouvrir ces réserves-là d'une façon virtuelle. Mais de toute façon, c'est tout ce qui est possible. Donc, finalement, on profite au maximum des circonstances difficiles pour faire un événement comme ça qui fasse connaître, qui mette en lumière les collections. Puis merci à la bibliothèque aussi d'avoir accepté ça, d'ouvrir les portes des réserves. Merci beaucoup. Oui, vraiment impressionnant tout ce trésor qui se trouve entre les murs de l'Université Laval. Cette visite virtuelle commentée par Madame Boulva a d'ailleurs suscité déjà plusieurs questions de la part du public. On vous invite à utiliser le chat pour vos questions afin que nous puissions y répondre. Alors, Valérie, une première question qui nous provient de Monsieur Hamza. J'ai beaucoup d'objets anciens. Comment pourrais-je les partager avec vous? Il faudrait nous écrire, en fait. On trouve l'adresse sur le site. Nous écrire, nous envoyer la liste des objets avec une description, des photographies, les dimensions et puis l'historique aussi. Plus les collections sont documentées, plus les objets sont documentés et plus ils ont une valeur, en fait, scientifique, parce qu'on sait d'où ils viennent, on sait si ce sont des objets patrimoniaux, ethnographiques, on sait par où ils sont passés, où est-ce qu'ils ont été fabriqués, par quel artisan. Ce sont tous les détails qui intéressent vraiment les chercheurs. Donc, plus on a de détails sur les collections et plus on est heureux de les accueillir. Après, il ne faut pas que ça fasse doublon avec ce qu'on a déjà. Donc, il y a un processus de sélection, d'acceptation qui est fait, un comité à mettre en place pour les acquisitions. Donc, il y a toute une procédure, mais le premier pas, c'est déjà de nous écrire, de nous envoyer des détails sur ce que vous voudriez nous offrir. Parfait. Merci, Valérie. Deuxième question qui nous provient de Mme Sérine. Dans la mesure où le Québec a des températures très basses en hiver, est-ce que le froid a des effets négatifs sur les œuvres d'art? Bien, le froid, pas tellement, puisque les réserves sont tempérées, donc elles sont chauffées en hiver, mais c'est la sécheresse que cause ce chauffage qui est en fait dangereuse parce que si on descend en dessous de 35 % d'humidité relative, ce qui arrive quand même facilement, même dans un appartement. Moi, j'ai eu des appartements, si je ne mets pas d'humidificateur, je descends à 10 % d'humidité. Donc,
pour des collections, c'est vraiment dommageable. Donc, il y a vraiment... oui, l'hiver est dommageable à cause de la sécheresse, notamment pour le bois, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais l'écart aussi avec l'été, qui peut devenir très, très humide à 65, 70, 75 d'humidité, c'est beaucoup trop élevé aussi. Là, 75 d'humidité pendant des semaines, on arrive à des moisissures. Donc, il faut vraiment essayer de modérer tous les écarts le plus possible. Donc, climatisation, déshumidification, puis essayer de garder le moins de passages possible. C'est aussi pour ça qu'on peut difficilement ouvrir les réserves, parce que plus il y a de monde qui circule et plus il y a d'air qui entre de l'extérieur. Donc, plus c'est difficile, les portes ouvrent. Donc, il y a des écarts qui se créent de plus en plus. Donc, dans les conditions, les réserves dans lesquelles sont les objets n'ont pas été conçus à la base comme des réserves. C'était des locaux autres, avec un autre usage. Donc, on est obligé de garder ça le plus fermé possible pour garder une stabilité la plus grande possible. Très bien. C'est ce qui conclut, je crois. Merci beaucoup, Valérie. Un plaisir. Merci beaucoup, Véronique. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Ce fut un immense plaisir d'organiser cet événement pour vous. Au cours des prochaines heures, nous vous ferons parvenir le lien vers la vidéo afin que vous puissiez la visionner de nouveau ou encore la partager dans vos réseaux. De la part de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente journée.